Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en réponse aux questions et remarques qui ont été faites sous la vidéo de pose du châssis PVC. Et je vais essayer de reprendre point par point donc le choix que j'ai fait pour l'installation de ces châssis. Alors il faut savoir que la pose de châssis et de menuiserie extérieure sont régies par des normes d'une part, mais chaque situation est bien particulière. Donc moi je vais parler de ma situation puisque c'est celle-ci finalement qui est remise en cause et j'espère qu'Éric Duguin, pour ne pas le citer, viendra argumenter et remettre en cause tous les arguments que je vais donner et les choix que j'ai faits selon ma situation. Alors première chose à savoir, c'est que lorsque on installe un châssis, il faut respecter 4 choses. La première, c'est la stabilité de l'ouvrage, c'est-à-dire que votre châssis doit être maintenu correctement pour résister aux effets du vent et à la manipulation du châssis, donc ouverture, fermeture, claquement de celui-ci. La deuxième chose, c'est l'étanchéité à l'eau, c'est-à-dire qu'il doit permettre à votre bâtiment d'être étanche aux intempéries extérieures et éventuellement au vent violent qui pourrait faire pénétrer l'eau dans votre habitation. Le troisième point, c'est l'isolation à l'air, ou l'étanchéité à l'air, c'est-à-dire que l'air ne peut pas circuler autour de votre châssis de l'extérieur vers l'intérieur et donc aussi bien au niveau des ouvrants que l'extérieur du dormant, il ne peut pas y avoir de pénétration d'air. Alors comment est-ce qu'on peut s'assurer que cela est respecté? On prend un bâton d'encens, on le brûle et la fumée qui s'en dégage, on va la faire tourner tout autour du châssis, aussi bien des ouvrants que de l'extérieur du dormant. Ce qui va vous permettre de vérifier que les joints sont bien plaqués contre votre châssis et que le dormant n'est pas voilé. Voilà pourquoi à l'installation, il faut veiller à ce que votre dormant soit d'aplomb, de niveau et soit dans un même plan. Okay? Ensuite, au niveau de l'étanchéité à l'eau, eh bien, qu'est-ce qu'on doit veiller? Pareil, que le châssis soit bien fermé, que le seuil soit sous le dormant de fenêtre, avec une étanchéité entre le dormant et le seuil, ce qui est le cas ici avec un joint de silicone et un joint de silicone, c'est même pas du silicone, c'est une colle polymère, donc qui est résistante à l'eau et à l'air, qui est positionnée sous le châssis, entre le seuil et le châssis. Et ensuite, le seuil, lui, vient recouvrir l'ancien seuil en bois et s'écouler sur le seuil béton, comme c'était le cas auparavant. Toujours veiller à ce que les évacuations d'eau de votre châssis, donc quand vous ouvrez votre châssis ici à l'intérieur, vous avez des trous parce que l'eau qui s'écoulerait sur la face extérieure de votre châssis et pourrait éventuellement pénétrer dans le joint, eh bien, va rentrer dans la gorge ici en dessous et s'évacuer par les trous d'évacuation. À l'extérieur, il y a donc des lumières d'évacuation qui doivent se situer évidemment au-dessus du seuil extérieur. Vous allez voir, c'est le cas ici. Ensuite, moi, ma situation propre fait que mon châssis est posé en fourrure, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur d'un dormant ou d'une baie, mais sans couverture avant. C'est-à-dire que sur l'avant de mon châssis, je n'ai ni de couverture à droite, ni à gauche, ni au-dessus. Donc il est totalement libre d'air. Je n'ai pas le choix dans ma situation et c'est prévu de pouvoir l'utiliser et le mettre dans un dormant existant en respectant quelques points que je vais vous citer maintenant. Donc, quand on a une brique à droite, à gauche et au-dessus, on va venir mettre son châssis en applique contre cette brique en mettant un compribande sur l'avant du châssis pour récupérer les aspérités de votre brique en respectant un joint de maximum 7 mm entre votre châssis et votre brique parce que le joint compribande va gonfler jusqu'à 1,5 cm. Il existe des compribandes qui vont au-delà, mais la norme généralement c'est entre 0 et 15 mm, voire 0 et 20 mm. D'accord? Donc on laisse 7 mm. Pourquoi? Parce qu'après il faut faire un joint de silicone étanche tout autour et on ne peut pas faire un joint de silicone au-delà de 7 mm. Il faut le savoir aussi. Donc moi ici dans mon cas, je n'ai pas de recouvrement ni à gauche, ni à droite, ni au-dessus. C'est totalement libre. Donc je dois adapter ma situation à cette problématique en garantissant de nouveau la stabilité, donc la fixation. Moi, j'ai utilisé des vis
à bois parce que c'est un dormant en bois, mais on peut très bien utiliser des vis turbo, ou dans le cas d'une maçonnerie qui rentrerait plus loin, on peut utiliser les pattes Z qui sont fournies avec les châssis. Donc ceux-ci viennent se coulisser à l'intérieur, on les fait pivoter et on vient fixer dans la maçonnerie. D'accord? Je vous mettrai quelques images de ces fameuses pattes Z. Donc au niveau de la fixation, moi j'ai travaillé avec des vis. Comme c'est prévu, il n'y a aucun problème, il faut juste respecter le nombre de fixations. Ensuite, je dois me garantir l'étanchéité à l'air. Alors l'étanchéité à l'air, comment est-ce que je la garantis? Eh bien tout simplement avec de la mousse adaptée. Alors c'est une mousse qui est étanche à l'eau, étanche à l'air et qui en plus est collante. Donc elle va rigidifier en plus la stabilité de mon dormant. Celle-ci doit rester souple. Donc quand j'appuie ici sur la mousse, on voit bien qu'elle s'enfonce et qu'elle revient à sa place. Donc ça veut dire que ma mousse, quand mon châssis va dilater ou se contracter, eh bien elle va pousser et revenir, travailler avec. Ça ne doit pas être une mousse cassante. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous verrez en image que quand j'appuie, il n'y a aucun problème. Donc c'est une mousse qui est parfaitement adaptée. D'accord? Après, la mousse, elle, pourquoi est-ce que j'ai privilégié la mousse plutôt que du compribande? Eh bien, comme je suis en rénovation, je ne savais pas comment l'extérieur de mes châssis allait réagir. Quand j'allais arracher les charnières, est-ce que j'allais avoir des espaces plus importants, etc. Tandis que la mousse, elle me garantit d'aller partout, puisqu'elle rentre et puis elle est expansive. Donc elle va prendre toutes les aspérités et sur la totalité de mon dormant. Contrairement au compribande qui généralement se met sur les 2 premiers centimètres ou les 2 derniers centimètres et entre les deux il y a un vide d'air. Il existe évidemment des compribandes de 72 mm d'épaisseur qui prennent la totalité du dormant, mais la plupart des gens y mettent un petit compribande d'1,5 cm. Donc moi j'ai privilégié la mousse pour ça, qui est la plus adaptée justement en rénovation. En nouvelle construction, on va privilégier plutôt le compribande. Donc ça, c'était pour régler mon problème d'isolation thermique. D'accord? Maintenant, j'ai l'isolation phonique. Eh bien, pareil, la mousse est bien plus isolante que, par exemple, d'avoir mis un compribande. Par contre, j'aurais très bien pu mettre de la laine de roche en ceinture. C'est prévu dans la norme. Je vous mettrai d'ailleurs le nom de la norme sous cette vidéo qui va me garantir une bonne isolation thermique phonique, mais par contre ne me garantira pas une étanchéité à l'eau. Or, moi dans mon cas, comme je n'ai pas de recouvrement sur l'avant de mes dormants, la laine de roche n'était pas adaptée. Okay? Mais ça peut se faire. Ensuite, il faut que je garantisse l'étanchéité à l'eau, en extérieur de mon dormant, puisque, comme je le dis, je n'ai pas de recouvrement. Alors, les fabricants de châssis ont prévu ces lattes, qui sont totalement dans la norme et qui respectent la norme avec cette petite lèvre plastique que je vous ai montré dans la vidéo de pause, mais qui doit s'installer en pression contre le mur évidemment. Donc l'angle ici de ce joint caoutchouc doit faire entre 80 et 90 degrés. Donc il doit vraiment être en applique. Il ne doit pas simplement être contre et rester plat, sinon ça ne sert à rien. Le fait d'être en applique et la pression, il va suivre la forme, puisque moi c'est un mur bien plan. Je peux prendre un tuyau d'arrosage et arroser vraiment abondamment sur le côté. L'eau ne pénètre pas. Si quand bien même il y avait un léger passage d'eau, eh bien, il reposerait sur mon seuil qui est en dessous, puisque cette latte-là est posée sur le seuil et non pas en dessous du seuil, et donc s'écoulerait de nouveau vers l'extérieur. Si elle venait à pénétrer sur le côté, il y a la mousse qui de nouveau est isolante à l'eau. Et comme elle n'est pas soumise aux UV, puisqu'elle est protégée par cette latte-ci, elle ne va pas se désagréger avec le temps. D'accord ? Ensuite, pour parfaire encore l'étanchéité à l'air et l'étanchéité thermique, moi, la mousse qui est ici va être recouverte d'une latte de bois. On va peindre d'ailleurs l'encadrement en gris, qui va recouvrir la mousse, qui va être sur le PVC collé avec un joint polymère et cloué dans la partie bois avec de nouveau un joint polymère. Ça veut dire que toute la ceinture de mon châssis sera étanche à l'air, aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur que de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il n'y a aucun problème. Malheureusement, je n'ai pas de quoi allumer parce que j'aurais tellement voulu le faire pour le démontrer que ça fonctionne. Je n'ai pas de bâton d'encens, mais j'aurais bien fait tout le tour de mes châssis pour vous montrer, mais je n'ai pas de briquet. D'accord ? Ensuite, l'isolation thermique, vous allez entendre par vous-même. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de chance.
Les ouvriers communaux étaient ici en place en train de débroussailler, etc. le parc qui est en face de l'appartement. Et donc vous allez voir, une fois le châssis ouvert, le bruit, et une fois le châssis fermé, le bruit. Je pense que c'est concluant. Vous apprécierez par vous-même si ça fonctionne ou si c'est efficace ou pas. Voilà, moi je n'ai pas de problème. Alors maintenant, je n'aurai qu'une chose à demander à Éric Duguin. Si pour vous ce n'est pas mis dans les normes, expliquez-moi ce que je n'ai pas respecté et comment j'aurais dû procéder en sachant que le dormant doit rester absolument dans le bâti. D'accord? Je ne pouvais pas arracher le dormant existant. Donc c'était la seule solution pour respecter les normes et garantir toutes les caractéristiques qu'un châssis doit avoir. C'était la seule manière pour moi de le poser. Mais j'attends votre réponse puisque je vous ai répondu hier gentiment. Vous me dites que j'ai la science infuse, absolument pas. J'essaie juste d'adapter une situation et de mettre les châssis dans les normes, dans la situation dans laquelle je suis. À savoir que vous me faites la remarque de ne pas démonter les vis avec un tournevis plat. J'ai un tournevis à choc. Donc c'est un tournevis que vous mettez dedans, vous tapez et il donne un choc qui tourne naturellement. Je l'ai fait une vis, la tête de vis a cassé. La deuxième vis, j'ai pris mon tournevis, j'ai chopé. J'ai réussi à défaire 5 cm d'épaisseur. Ça m'a pris environ 5 minutes pour sortir la vis de 5 cm. Donc ne pas croire que c'est aussi simple de retirer des vis à tête plate. Et si j'avais pu les retirer à la main, faites-moi confiance que j'aurais bien préféré faire ça que de passer quasiment 2 heures à forer toutes les charnières de mon appartement pour les retirer. C'était la solution la plus simple et la plus propre pour retirer mes charnières. Ensuite, vous me faites la remarque d'avoir utilisé la feigne pour retirer la petite baguette qui était en saillie sur mes seuils. Vous privilégiez la scie sabre. C'est un choix. Mais est-ce que le fait d'avoir utilisé une feigne ou le fait d'avoir retiré mes vis avec une mèche à métaux retire la qualité de la pose et fait que mes châssis ne respectent pas les normes? Parce que les seules critiques que vous me faites, c'est celle-là. Mais à aucun moment, vous m'amenez une argumentation sur comment j'aurais dû réellement le poser. Alors, voilà, moi, je vous explique pourquoi je l'ai posé comme ça. Ça me permet aussi d'expliquer aux gens comment ils doivent procéder pour mettre des châssis s'ils sont dans la même situation que moi. Ils peuvent s'en inspirer les yeux fermés parce qu'il n'y aura jamais de problème dans mon appartement avec les châssis posés de la sorte. Par contre, je vous invite de votre côté à m'expliquer comment vous auriez procédé de nouveau en sachant que le dormant existant ne peut pas bouger pour des raisons purement techniques et qui auraient occasionné un coût bien supérieur à ce que n'importe quel client n'aurait souhaité mettre. Voilà. J'espère que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions. J'espère que vous avez vu un petit peu pourquoi est-ce que j'ai procédé de la sorte. J'espère peut-être que M. Duguin aura été convaincu par mes explications. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre votre commentaire. Je me ferai un plaisir de l'épingler avec le cheminement de comment vous auriez agi pour la pose de ces châssis. Moi, de mon côté, je vais profiter de quelques jours ici au Pays Basque pour me reposer avant de repartir en Belgique où je ferai une vidéo de formation puisque faire une vidéo d'information nécessite toujours une justification derrière, tandis qu'une vidéo de formation, je peux reprendre toutes les situations, toutes les mises en place selon les situations, etc. Et donc ça, je me ferai un plaisir de le faire quand je rentrerai en Belgique avec mon quart de châssis et tout ça se passera dans la communauté. Je vous souhaite à tous d'ici là une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!